Alors j'ai présenté très rapidement donc, les trois chercheurs donc, qui vont nous animer donc, et approfondir donc, ces points. Dans l'ordre alphabétique, donc, nous commencerons par Antonio de Almeida Mendes, qui est un moderniste aussi, donc nous ne sommes pas forcément enfermés donc, entre guillemets, dans le contemporain, maître de conférence donc, à l'université de Nantes, qui appartient au Centre de recherche d'histoire internationale atlantique, qui était responsable d'un programme de recherche qui s'intitulait donc peut-être par Staraco, qui est peut-être encore en... Oui, on va publier. Voilà. Donc c'est bien, comme ça on peut en parler, tu vois. Donc statut, race et couleur. Tu es un spécialiste donc des traites et des esclavages. Et tu as donc intitulé donc ta présentation donc esclavage colonial, une catégorie voyageuse. Donc nous allons voyager. Et puisque notre but est quand même peut-être de nous centrer aussi là sur les archives, on verra combien donc ces archives donc nous permettent de nourrir une réflexion, enfin t'ont permis de nourrir une réflexion que nous allons donc partager sur ces questions donc de catégorisation, sur la question de la transmission, de la filiation, comment être à la fois femme et esclave, à travers donc des archives évidemment judiciaires, juridiques, mais aussi religieuses. Je crois que cette part effectivement aussi est importante. On n'a pas tellement évoqué peut-être cette spécificité aussi de ces archives, qui sont aussi des archives souvent là importantes pour l'histoire du genre et de la sexualité. Ben, tu commences, Antonio, puisque tu as déjà mis dans l'attente PowerPoint. C'était peut-être pas moi le premier. C'est très bien, on va être quand même très chronologique. Allez, chronologique. Bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sylvie. Merci aussi, Linda, pour l'invitation et l'organisation, tout en sachant que je ne suis pas du tout spécialiste de l'histoire des femmes et du genre, mais donc plutôt d'esclavage et dans les mondes africains et lusophones. Voilà. C'est ma spécialité au départ. Donc j'ai un texte voilà, que je pourrais ensuite vous envoyer si vous le souhaitez, mais là aujourd'hui je vais juste partager quelques questionnements assez rapides. Alors en deux temps, d'abord un questionnement à partir alors d'un contexte extrêmement précis, et essayer de vous montrer que donc, ces mots, et je vais aussi revenir sur le titre, où j'ai tout mis dans le titre, hein. Donc le mot, notamment le mot d'esclave, donc comme on le sait, alors ne veut pas dire la même chose hier et aujourd'hui, mais c'est un mot alors qui, même s'il circule à l'échelle atlantique, c'est un mot qui prend des sens extrêmement particuliers en fonction des territoires, parce que ça décrit d'abord et aussi un attachement à un espace extrêmement précis. Donc ces mots qui aujourd'hui nous semblent très facilement traduisibles d'une langue à l'autre, hein, esclave, slave ou esclave en portugais, pour ces sociétés données, voulait dire quelque chose, y compris, on va le voir, on revenait très souvent à une racine latine pour définir ce qu'était un esclave, et ce n'était pas quelqu'un qui était exclu hein, très souvent dans la société, mais quelqu'un qu'on intégrait avec un statut particulier. Donc je vais revenir un petit peu sur le cas du Portugal et sur ses définitions. Donc ce n'est pas vraiment c'est pas une réflexion sur le statut d'esclave, mais sur l'évolution des représentations de l'esclavage, qui sont des représentations liées à la famille, liées à l'individu, liées aussi aux structures économiques. Et là, être femme esclave, c'est quelque chose qui joue un rôle important. C'est pas la même chose d'être un homme esclave et une femme esclave, parce que la femme esclave, on le voit, transmet cette idée de famille et de continuité. Parce que l'esclavage, ça se transmet par le sang de la femme. Donc, et par le ventre, ce qu'on appelle le sang, c'est le ventre. Donc on va voir toutes ces questions qui sont des questions biologiques extrêmement importantes dans des sociétés d'ancien régime basées sur la filiation. Donc être une femme, c'est ce qu'on transmet aussi par le ventre de la femme. Et donc abolir l'esclavage, c'est abolir cette transmission par le ventre. Et donc ça prend du temps, parce que c'est au-delà de l'abolition de la traite. Donc on va revenir sur ces questions-là si vous le souhaitez. Ensuite, je reviendrai à une approche par l'archive, précisément comment on peut lire l'archive sur la base de ces interrogations d'une société d'ancien régime. Pour revenir alors à ma réflexion sur cette catégorie voyageuse, et donc je vais m'arrêter 5-6 minutes sur les termes de mon titre et définir un petit peu ce que j'ai voulu dire. Donc, quand notre regard, en tout cas le regard qu'on porte sur les sociétés esclavagistes, en tout cas celles qui ont une longue histoire, et quand j'appelle société esclavagiste, c'est une histoire avant la traite, parce que très souvent on confond traite et esclavage. Donc là, il faut partir du principe que ce que j'appelle société esclavagiste d'ancien régime, et notamment le cas du Portugal, c'est des sociétés qui ont connu l'esclavage avant la traite, et qui ont continué à avoir l'esclavage, ou connaître l'esclavage après la traite atlantique. Donc on est clairement dans une société qui se construit dans ce rapport à l'Atlantique,
Et donc la question raciale, c'est une question aussi liée à l'esclavage atlantique, mais une société qui s'est construite dans l'esclavage avant et après. Et donc ça, c'est aussi extrêmement important. Et donc quand on s'intéresse aux archives, donc le statut des personnes diverge en fonction du type d'archives que l'on a. Et ça, bon, c'est quelque chose de basique, mais c'est extrêmement important de le dire que donc, le regard et notre définition de ce qu'est être un esclave change en fonction de l'archive à partir de laquelle on travaille. Donc très souvent, et quand on a travaillé sur l'esclavage, on a surtout travaillé à partir de l'archive juridique. Et c'est celle qui s'est imposée parce que c'est à partir de cette archive, en tout cas, où les esclaves apparaissent le plus souvent comme des acteurs, parce qu'ils vont devant la justice. Donc là, très souvent, cette historiographie, qui est une historiographie alors, à la fois de la violence de la société esclavagiste, mais aussi une historiographie récente qui pense les esclaves comme acteurs, on s'appuie très souvent sur ces témoignages, qui sont des témoignages de la conflictualité. Et donc, les esclaves apparaissent dans ces rapports à la conflictualité. Et donc, c'est des archives alors, qui nous donnent à voir alors, très souvent l'instabilité de ces sociétés. Alors, ce qui est important aussi, ou en tout cas ce qu'il faut réfléchir quand on pense à l'esclavage, et notamment à la femme esclave, c'est la capacité de résilience de ces sociétés. Donc, si je veux être un peu plus clair, très souvent l'archive juridique apparaît à un moment de tension, donc en quelque chose, un moment de violence qu'il faut résoudre, alors que la spécificité de ces sociétés esclavagistes de longue durée, c'est des sociétés qui, en dépit des révolutions, des abolitions, en dépit de toute la législation, ont une forte capacité de résilience et des structures de résilience qui permettent de passer au-delà des abolitions et de faire perdurer des statuts d'esclaves. Donc, malgré les soubresauts, c'est ce qu'on va voir avec le Portugal, malgré y compris les changements de régime, hein, puisqu'il y a eu y compris une révolution au Portugal, on est passé d'une société d'ancien régime à une société libérale en 1911. Mais les structures sont demeurées, en tout cas les structures sociales. Donc ces sociétés, malgré tous ces soubresauts, n'ont cessé d'inventer les moyens de faire perdurer une société, alors qu'on peut appeler de l'esclavage, mais en tout cas une société basée sur des strates de dépendance. Et alors, ces strates de dépendance, on les voit où? On les voit à partir notamment de ces archives religieuses, voilà, ou à la fois produites par l'Église, parce que dans cette société d'ancien régime portugais, c'est pendant très longtemps l'Église qui a nommé les gens. Et y compris quand on dit le nom de baptême, c'est le nom donné par l'Église. Et ce sont aussi les institutions religieuses, donc associées à l'Église, notamment les miséricordes, qui ont joué le rôle pour les esclaves, mais pas seulement pour les esclaves, pour les femmes, le rôle d'intégration à la société, puisqu'on passait par notamment ces institutions. Donc on est dans des sociétés où le moment important, ce n'est pas celui de la naissance, c'est celui du baptême. Et donc quand on va sortir de ce rapport extrêmement fort porté par cette société catholique, c'est quand on va passer du nom de baptême au nom de naissance, y compris pour les esclaves. C'est-à-dire que le nom qu'on se choisit plutôt que le nom qu'on le choisit pour vous. Donc ça nous amène, y compris quand on passe, en tout cas quand on pense à leur femme et esclave, donc de sortir de cette question juste du statut. Qu'est-ce qu'un esclave? Donc quelqu'un qui est la propriété de quelqu'un d'autre. Donc cette violence qui est une violence au départ liée au fait d'acheter quelqu'un. Qui est une violence, alors aujourd'hui insoutenable, mais qui déjà à l'époque, au XVe siècle, était fortement condamnée. Donc on l'a justifié sur la base, alors, comme on peut la justifier aujourd'hui, sur la base, oui, mais de toute façon, si ces hommes et ces femmes n'avaient pas été achetés, ils seraient morts de faim. Donc on est dans une base qu'on appelle une base légitime, l'esclavage légitime, qui a perduré, en tout cas dans le cas du Portugal que je le connais bien, voilà, qui était ce rapport à des sociétés qui se faisaient la guerre, et on légitimait juridiquement l'esclavage par le fait que cette personne, ensuite, elle pouvait être ou rachetée, ou en tout cas, on la sortait de cette condition qui était celle de captif. Donc, mais ce qui se joue alors avec la femme quand elle devient esclave, c'est sur elle que repose, en tout cas, ce rôle extrêmement pesant de pérenniser à la fois un statut, en tout cas par le sang, de noble, quand on appartient à une noblesse, ou le statut d'esclave que l'on transmet, en tout cas au Portugal et dans les sociétés ibériques, ce qu'on appelle la génération, sur 4 générations. Donc ce statut accolé à la femme esclave, de transmettre la servitude, dans les sociétés ibériques, il se met en place au XVe siècle. Et il se met en place
sur le parallèle de ce qu'on appelle la pureté de sang au Portugal, c'est-à-dire qu'on définit aussi celui qui n'est pas naturel, donc c'est les juifs et les musulmans, au moment où le Portugal est en train de se construire en tant que nation chrétienne au XVe siècle. Donc on décrète que juifs et musulmans qui étaient là, en tout cas, qui ont toujours été là, d'ailleurs avant les chrétiens, deviennent impurs pour exercer certaines charges sur 4 générations. Donc c'est à partir des années 1440. Et on va accoler cette catégorie d'impurs à l'esclave, puisque l'esclave est considéré comme un étranger. Donc ce qu'on appelle impur, c'est les gentils, c'est ceux qui n'ont pas de religion. Et ils transmettent cette impureté sur 4 générations. Donc là, on est en train de créer ce qu'on va appeler ensuite les lois du ventre esclave et ventre ou ventre servile, qu'ensuite on va transmettre dans les sociétés ibériques impériales, qu'on va retrouver ensuite au Brésil et qu'on va retrouver aussi aux États-Unis, puisque ce premier modèle, et ça c'est ce que je voulais dire, ce qu'on oublie, c'est ce premier modèle de traite, c'est une traite vers l'Europe, puisqu'on a ce grand modèle, ce grand schéma de la traite transatlantique. Grosso modo, là j'ai pas les chiffres, mais moi j'ai beaucoup travaillé sur les chiffres, la traite transatlantique, le gros de la traite transatlantique, les 12 millions, c'est entre les années 1790 et 1840, c'est 80% des 12 millions d'esclaves arrivés en vie qui sont transportés aux Amériques. Donc ça construit un rapport à l'esclavage, à la race et au racisme, qui est totalement différent, parce que là on est dans des chiffres industriels, avec des taux de mortalité énormes, y compris l'abolition arrive très vite après, puisqu'on est dans quelque chose qui devient de l'ordre de l'inhumain pour des sociétés esclavagistes. Et là on parle d'une traite qui était une traite, et donc là le Portugal était intéressant, puisque c'est un espace d'esclavage entre le XIVe et le XXe siècle. C'est-à-dire il a commencé avant la traite atlantique et il s'est arrêté après. Et donc on est dans un espace alors de frontières extrêmement floues entre l'Afrique et l'Europe, entre le colonial et le non-colonial, puisque la traite atlantique, au départ, s'inscrit dans la continuité de la traite transsaharienne. Et donc là, c'est essentiellement, et là j'avais beaucoup travaillé là-dessus, une traite d'enfants et de femmes, puisqu'on part du principe, comme on a créé les mécanismes pour inférioriser les femmes et les enfants, via cette pureté de sang, et ce qui se transmet, c'est par la femme et par la minorité. Donc on n'a pas intérêt à faire arriver des hommes, puisque là il faudrait créer les conditions d'une infériorisation autre que la race. Donc là on légitime quelque chose qui au départ n'est pas de l'ordre de la couleur de la peau, et la couleur, je vais le dire, apparaît très tard après, au XVIIIe, qui est de l'ordre d'un statut donné par une ascendance étrangère, et une ascendance surtout non chrétienne. Donc là le critère de vieux, et ce qu'on va appeler ensuite vieux nouveau chrétien, est extrêmement important. Donc on est vieux chrétien si on peut prouver que sur 4 générations, on a des ancêtres chrétiens, catholiques. Et on devient nouveau chrétien, pas seulement parce qu'on est juif converti, mais parce que sur 4 générations, on n'a pas eu, ou en tout cas on n'a pas d'ancêtres chrétiens. Donc il faut prouver pour accéder à un certain nombre de charges et devenir ce qu'on appelle un naturel, que sa généalogie est pure. Donc d'où la notion d'impureté transmise par l'esclavage, comme elle est transmise par la judaïté. Donc ça, c'est des critères extrêmement importants qui font que la femme exerce une forte pression, puisque c'est la femme, grosso modo, qui construit ces formes de dépendance et qui construit, grosso modo, ce qui est au cœur de la société portugaise, qu'on appelle la familia. Alors, qu'on a tendance à traduire par famille, mais familia, F-A-M-I-L-I-A, c'est le noyau, ou le foyer, qui peut intégrer 100, 150 personnes. C'est le réseau des dépendants. Donc, et on intègre dedans, et on part du haut de ce qu'on appelle la famille, c'est le pater familia sur la base du droit romain. Donc l'homme, et ensuite la femme est dépendante de l'homme, le serviteur, l'esclave, les domestiques, les enfants. Et donc en dessous de l'homme, avec des formes de dépendance et de minorité, les individus se retrouvent dans un statut de mineur. Et donc pour sortir de cette minorité, il faut qu'il soit alors ce qu'on appelle émancipé. Donc pas libéré, mais émancipé. Donc on est émancipé ou par l'âge, ou ensuite parce qu'on se marie. Donc en tout cas, dans le cas des esclaves, voilà, on peut être affranchi, mais rester toujours au service d'un maître. Et l'affranchissement est différent de l'émancipation, c'est-à-dire quand on peut quitter le foyer pour aller soi-même créer un foyer. Et donc ça passe par un tas de contrôle juridique, contrôle de l'Église, puisque l'Église est là, et c'est l'Église qui contrôle avec ses différentes phases, puisque quand on décrète qu'on est
Émancipé, c'est qu'on a été baptisé, ensuite on a fait, voilà, il y a tout un cadre, et je vous montrerai tout un tas de papiers qui sont aussi importants que les lettres d'affranchissement, ces actes d'émancipation, qui prouvent qu'ensuite on les demande toujours dans cette société ibérique. Donc on le voit très très bien, cette société ibérique, elle se construit sur ces différentes catégories, et les gens savent comment fonctionne cette société, grosso modo. Ils savent très très bien qu'en dépit de toutes les résistances, en dépit de toutes les violences et de toutes les révoltes qu'on peut mener, la structure de la société fonctionne, elle a été bien sûr pensée par une élite, et elle se reproduit génération après génération. Et donc ce qui permet, grosso modo, de connaître une mobilité, parce que c'est à la fois une société, je ne sais pas si je vais trop vite, non? Non, ça ne va pas. C'est à la fois une société bien sûr très stratifiée d'ordre, mais une société qui promeut la mobilité, à la fois en changeant d'âge, en changeant de catégorie, passant d'esclave à affranchi, en devenant aussi, voilà, y compris pour les hommes, hein, passant du statut de mineur à majeur. Donc c'est une société, bien sûr, ordonnée par la naissance, donc ça c'est difficile à bouger, mais c'est une société aussi on peut connaître la mobilité, notamment économique. Et très souvent, alors, les anciens esclaves devenaient propriétaires d'esclaves, puisque la mobilité horizontale est très difficile. Par contre, la mobilité économique qui permet aussi de connaître une ascension, elle est extrêmement importante, d'où une société aussi qui dénigre d'une certaine façon l'argent, puisque c'est une société où être quelqu'un dans cette société, ce qu'on appelle un fidal, ce n'est pas l'argent, c'est les charges exercées au sein des institutions économiques et politiques et le nom que l'on transmet. Donc il y a ces représentations qui restent jusqu'à aujourd'hui, donc associées. Donc voilà, donc, la femme, cette pression extrêmement importante, puisque la femme, qu'elle soit noble ou esclave, c'est elle qui fait la famille. Et c'est elle qui ensuite transmet un statut d'étranger, ou ce qu'on appelle de naturel. Et la société se reproduit ensuite ainsi, et donc on crée de nouvelles familles, de nouvelles générations qui se reproduisent génération après génération. Donc on est dans ces sociétés-là, et ensuite la question de la couleur, elle arrive plus tard, et donc on a plusieurs mots, on le voit très très bien, pour penser la couleur, parce que la question de la couleur c'est aussi une question de métissage. Donc on a le terme métis, ou mestis, qui là clairement qu'on retrouve, c'est le mot métis, qui renvoie à un métissage blanc-noir, donc qui apparaît, qui est là, mais qui va se mettre en place au XVIIIe siècle. Et on a un autre mot qu'on confond très souvent et qu'on donne pour synonyme, qui est celui de mulâtre ou mulâtre. Et donc là, c'est un mot alors, qui vient de l'arabe mulawadin, et qui définit alors une impureté, pareil sur la base religieuse, très souvent, donc dans le contexte nord-africain, c'est l'enfant né de l'union entre un musulman et une berbère. Dans le contexte portugais, c'est l'enfant né d'une union entre un chrétien et une non-chrétienne. Et donc ça se transmet aussi. Donc là, ce qu'on transmet, c'est la religion, l'impureté. Et on a la même catégorie pour les catégories de couleurs. On a le negro, qui veut dire noir, et preto, P-R-E-T-O, qui là transmet aussi cette forme d'impureté, qui serait celle du libre et du non-libre. Donc je vais aller très très vite, parce qu'il nous reste peut-être 5 ou 6 minutes, pour voir un petit peu, et j'ai pas le temps d'aller tout, mais ce qu'on peut en tirer quand on regarde les archives. Alors, pour quelques repères pour le Portugal, pour ceux qui ne sont pas familiers pour ce temps de transition, donc, où les choses commencent à changer, donc société qui reçoit grosso modo jusqu'aux années 1760 1 million d'esclaves africains, qui arrivent via cette route de la traite. Donc il faut savoir aussi que la traite atlantique, elle est mise en place à partir du Portugal, parce qu'avant les premiers voyages de droiture, les navires quittaient Lisbonne vers les Caraïbes, donc dès les années 1520. Donc on est à la fois vraiment dans une nation qui se construit sur l'Atlantique et sur la traite. Alors traite transatlantique, mais aussi traite atlantique, puisqu'après ils sont redistribués vers toute l'Europe. Et donc 1 million de personnes, un moment extrêmement important qui amène cette société à repenser la traite, c'est le tremblement de terre de Lisbonne, parce que dans cette société, moi je vais vite, extrêmement catholique, le tremblement de Lisbonne va être très vite associé à une société qui est une société esclavagiste. Et donc s'il y a eu le tremblement de terre, c'est parce que le Portugal pratique l'esclavage et, en grosso modo, pratique aussi le métissage à vaste échelle. Donc Dieu aurait puni Lisbonne et donc le Portugal pour avoir d'une certaine façon produit cette forme d'esclavage. Et donc très très vite, après 1755, et donc là c'est aussi l'époque des Lumières qui a aussi sa part d'ombre, on interdit, et c'est la première interdiction de la traite. Très souvent, voilà, on parle des abolitions atlantiques.
mais quand on se situe dans un cadre vaste atlantique, et le Portugal c'est l'Atlantique, et la traite vers l'Europe c'est l'Atlantique, donc la première abolition c'est 1761. Donc on décrète qu'à partir de 1761, on ne peut plus recevoir d'esclaves en Europe, donc au Portugal, et ceux qui arriveraient, parce qu'ils vont continuer à arriver, ils seraient alors affranchis. Et donc là on va, la grande difficulté c'est de définir qu'est-ce qu'être un affranchi. Donc affranchi, on dit voilà, affranchi c'est celui qui peut se mettre au service d'un patron. Donc là, on est déjà, quand on parle d'affranchi, ça allait vers l'engagement, ce qu'on va appeler plus tard l'engagisme. Donc l'affranchissement, ce n'est pas devenir libre. Ensuite, on produit, parce que ça a été étroitement lié en 1773, donc cette question du ventre libre, qui avait structuré tout l'esclavage, des générations d'esclaves. C'est-à-dire qu'on était esclave parce que son ancêtre était esclave. Et donc à l'époque, parler aussi de génération, donc quand les gens mouraient à 30 ans, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui quand on mourrait à 80 ans. C'est-à-dire on savait qui était qui. Ça aussi c'est extrêmement important parce qu'on est dans un temps court. Donc les gens savent qui est qui parce qu'on meurt à 30 ans, voire à 25 ans. Donc 4 générations, c'est pas beaucoup. C'est pas la même chose qu'aujourd'hui, où 4 générations, ça fait 200 ans. Et les deux sont étroitement liés parce qu'abolition des ventres libres, c'est aussi, donc on abolit cette distinction entre vieux et nouveaux chrétiens. On part du principe que puisqu'on ne transmet plus par le sang, on ne peut plus non plus transmettre la tâche de l'infidélité religieuse. Donc les deux sont étroitement liés entre esclavage et impureté religieuse. Et donc on met en place, et là je vais vous parler très vite maintenant, une nouvelle constitution civile en 1789 qui reste en place jusqu'en 1970, où là le terme esclave et libre apparaît toujours. Mais on va définir qu'est-ce que l'esclave et qu'est-ce que le libre, parce qu'on n'est pas en train de construire, et on le dit clairement, une société de la citoyenneté, parce qu'il y a eu la Révolution française entre-temps. Donc on ne va pas vers ça au Portugal, et on va dire vers quoi on va jusqu'aux années 1970. Et ensuite on interdit les ordres religieux, ça c'est important parce que c'était eux qui disaient qui était esclave, et en imposant un nom, en imposant aussi une naissance dans une paroisse, qu'on était inscrit dans un territoire, on n'en bougeait pas. Et l'abolition de l'esclavage en portugais, c'est 1869. Et ensuite, on va le voir, parce que ce qu'on met en place quand on abolit l'esclavage, c'est une forme de travail forcé. Donc ça, c'est interdit au Portugal, ce qu'on ne sait pas, en 1976. Donc les gens, il y avait 1 million de femmes notamment, qu'on appelait criadas, qu'on peut traduire par domestique, mais ce n'est pas domestique. C'est le terme latin créature, qui était placé chez les patrons, et qu'on transmettait de génération en génération. Donc moi, je connais beaucoup de gens autour de moi qui ont connu ça. C'est-à-dire quand on est dans cette société-là, on considère que c'est une sorte de bienséance. C'est-à-dire que des gens qui sont pauvres, on les place dans les familles, on les éduque et on les transmet à ses enfants, de génération en génération, et ils meurent sans avoir d'enfants. Donc on a ce rapport sur une société catholique qui serait une société de la charité. Et le terme charité est important, y compris pour penser l'esclavage. Et donc l'abolition de ce statut, qui est un statut scandaleux, parce que ça concernait que les femmes, et des femmes qui mouraient sans descendance et qu'on plaçait quand elles avaient 5-6 ans. Et donc il est aboli en 1976 quand le Portugal veut entrer dans l'Europe, donc il y a une commission qui arrive et qui dit voilà, mais ça c'est de l'esclavage contemporain. Donc on remplace ça par ce qu'on appelle empregadas a dia, c'est-à-dire que c'est des domestiques mais qui sont payés à la tâche. Donc le fait de ne plus être payé en logement et en nourriture, mais d'aller vers quelque chose où on rémunère à l'heure, ça c'est la liberté. Et la vraie liberté, et parce qu'on ne travaille pas sur les descendants d'esclaves, c'est avec l'immigration. C'est-à-dire que quand on quitte ce territoire, on connaît le patron, on connaît le voisin, et quand on est dans sa paroisse, on sait qui est qui, donc dans les grandes migrations qui commencent dans les années 1970, donc là, quand on s'éloigne, y compris parce que les esclaves ou les esclaves, quand ils sont dans cette structure, n'ont pas cette conscience d'être dans ce poids, parce que le discours qu'on entend, c'est mais voilà, mais moi je suis né pour être ça. Est-ce qu'il y a des gens qui sont nés pour avoir tout? Et c'est le discours très, très catholique, et c'est normal qu'on n'ait rien parce qu'on est pauvre. Donc ce discours-là, on s'en éloigne quand on s'éloigne du pays. Donc, il faut que je finisse, non ou pas? Je vous montre un peu les archives. Voilà, les archives. Donc, ce dont je vais vous parler, c'est cette constitution de 1789 qui est en place jusqu'en 1976, et on le voit très très clairement. Le premier titre, le droit des gens, des libres et des esclaves. Donc on est en 1789 et ça reste jusqu'en 1976. Mais par contre, on va définir ce que c'est qu'être esclave. Être esclave, et donc on va dire, c'est pas l'esclavage qu'on achète, donc on le définit ici. Donc esclave, c'est ce qui va donner serviteur en fait. Donc c'est des gens, donc grosso modo les étrangers, qu'on a décidé de garder en vie. Donc le terme latin servi, ou servando en fait. Servi, servando, c'est des gens qu'on a décidé de garder en vie, donc c'est tous les infidèles. Puisque les infidèles, quand on fait la guerre, ou on les tue, ou si on est une société charitable, on les garde en vie et on les convertit.
Ou alors, c'est des gens, ça vient de serviendo, c'est des gens qui sont à notre service. Et donc là, on insiste beaucoup en 1714, mais ça reste en vigueur pendant tout le XXe siècle, c'est-à-dire que c'est Dieu qui décide. Et c'est Dieu qui décide si on est né pour travailler de ses mains ou si on est né pour être un intellectuel. Et donc ça, c'est pas le mérite personnel a peu à jouer dans une société de la généalogie. Et donc la place dans la société, elle est donnée par Dieu, et ensuite ça se transmet de famille en famille. Donc on va aller plus loin en disant, mais voilà, aujourd'hui, plus personne n'est esclave dans la société là, parce que l'esclavage, c'était acheté. Donc là, on est dans une société qui regagne une forme de norme qui fonctionne très très bien, parce que c'est une société, on va l'appeler ordonnée. Et donc si on veut aller vers une société où tout le monde pourrait devenir ce qu'il veut, donc type un peu Révolution française, qu'on prend comme contre-modèle, il faudrait faire une révolution. Et donc là, nous, on est une société où il ne faut pas faire de révolution. Donc c'est une société d'ancien régime qui considère que c'est une société qui permet à tout le monde de vivre équitablement. Donc après, voilà, ils vont revenir sur là où il y a du vrai esclavage. Et donc, comme on va aller plus loin en disant, mais le mot esclave aujourd'hui, on est en 1789, on a conscience qu'il choque. Donc, cette idée a été promulguée en 1717. Et donc, comme il choque, on va aller vers un autre mot. On va plutôt appeler ça criade, du latin créature. Et qui va ensuite donner, aujourd'hui, on appelle ça des domestiques, ou serviçal, donc le terme être à notre service. Puisque là, on est dans une notion qui semble beaucoup plus, y compris pour l'époque, politiquement correcte que le mot d'esclave. Et donc c'est le mot qui va rester pour les domestiques jusqu'aux années 1976. Donc on voit ce déplacement, et on assiste, y compris dans les petites annonces, où au départ, en 1760, avant l'abolition, c'est « je vends mon esclave », et ensuite on a cette même personne qui dit « voilà, je cherche une maison pour me placer ». Et y compris, donc, les esclaves intègrent totalement ce discours de la société. Alors, ils restent au service de la même personne, mais au lieu que ce soit une annonce qui choque, et on a plein d'annonces, c'est dans le monde de l'époque, ce qui serait le monde de l'époque, c'est quelque chose qu'on trouve, je vends mon nègre, qui s'appelle un tel, il sait coiffer, peigner, et il est serviable. Et ensuite, cette même personne, il dit, voilà, je suis serviable, je sais coiffer, peigner, repasser, je cherche une maison qui puisse m'accueillir. Donc, on est... au-delà de cet élément juridique qui est important, on est dans la continuité de ces formes de dépendance d'une société, grosso modo, qui ne pensait pas le salariat. Et qui se pensait dans ce cadre charitable, des gens qui ont tout et des gens qui sont nés pour ne rien avoir. Donc je finis en montrant des photos parce que ça c'est un acte d'affranchissement. Voilà ce qu'on avait sur soi à l'époque, qui était donné par l'Église. Et donc on le donnait parce qu'on était affranchis et surtout émancipés parce qu'on avait fait alors tout ce qui était ces actes religieux, on se confessait, on allait à la messe, et donc ça c'était le voisinage, on dénonçait, on appartenait à la paroisse, et donc il y avait le curé qui signait, et l'année on devenait émancipé, ce qui voulait dire qu'on pouvait quitter la paroisse et aller chercher du travail ailleurs si on le voulait. Et donc signer derrière, voilà. C'était tout petit, c'est la taille réelle qu'on portait sur soi. Et ensuite, je finis, on a des photos, parce que très souvent, ces esclaves étaient intégrés dans les familles. Et donc ces photos-là, voilà, aujourd'hui, ça choque un peu. C'est-à-dire que beaucoup des familles portugaises ont eu des esclaves ou des descendants d'esclaves, comme domestiques. Et donc, ces photos-là, maintenant, elles ont été arrachées des albums, parce qu'on avait les albums de famille, et on avait la domestique, on disait, elle fait partie de la famille. J'ai connu des gens qui disaient, mais elle fait partie de la famille, on la soigne bien. Elle va avec nous partout. Mais on savait très bien qu'elle avait une chambre sans lumière, dans un coin de la cuisine, et quand elle venait, elle ne parlait pas. Et on lui donnait les habits, on disait, elle fait partie de la famille. Et donc, ces photos-là, c'était des photos alors qu'on trouvait dans les albums de famille, et qu'aujourd'hui on trouve à l'appel chez des antiquaires, dans les marchés, parce que les gens arrachent ces photos-là. Moi, j'ai juste un album où il y a toute la famille, et du coup, on peut remonter à qui est la famille. Mais généralement, on les trouve comme ça, et ce qu'on voit, c'est que, donc, comme on reconnaît, au-delà de la couleur, parce qu'elle pouvait être certaines blanches, il y a un collier de servitude. Parce que c'est des gens qui sont placés, donc elles portent un collier. Et généralement, elles passent par des institutions. Au cas où les parents voudraient les récupérer. Et ensuite, il y a derrière, on dit, voilà, c'est ce rapport d'obéissance qui est marqué dans les termes. Là, par exemple, il dit, voilà, je suis reconnaissante à ma signora. Signora, c'est le terme esclavagiste qu'on a opposé partout pour dire ma maîtresse. Mais qui ne veut pas dire ma patronne, c'est ma maîtresse. Donc, elle a le droit, grosso modo, de vie et de mort sur moi. Donc on retrouve ça dans beaucoup de cette correspondance, où la personne signe, voilà, là on dit signora,
à ma maîtresse Barbara, qui m'a offert cette photo en preuve d'amitié, parce qu'elle m'aime. Et donc ces esclaves et domestiques, alors ils sont totalement invisibles dans la société portugaise, on n'en parle pas. Et donc on les retrouve dans beaucoup de photos, mais de façon anodine, parce qu'elles sortaient très très peu des maisons. Elles étaient très souvent, elles ne venaient pas à la rue. On les voit très très peu. Donc là, par exemple, c'est quelqu'un qui faisait une campagne pour être président de la République. Il y a le photographe qui est derrière, il prend la photo, on voit très bien que cette femme, là, elle est surprise parce qu'elle se retrouve dans l'objectif. Et il y a un journaliste qui est derrière qui prend la photo. Donc on a toute cette strate, et je finirai là-dessus. Strate, alors l'esclavage dans cette société est vraiment qu'un niveau de la dépendance. Et je voudrais beaucoup insister là-dessus, c'est-à-dire qu'on est dans des sociétés, et si je trouve ma conclusion, sinon je n'ai pas le temps, qui construisent, alors, qui limitent le droit, parce que c'est une société qui se pense ordonnée, de tout un tas d'individus. Alors les femmes, bien sûr, les esclaves, mais aussi les enfants, les apprentis, les aliénés. Donc on avait des institutions pour tous ces gens-là, et on les plaçait, et on partait du principe alors qu'il fallait qu'ils soient, grosso modo, dirigés. Parce qu'une société qui pensait que certains étaient nés pour commander, et d'autres qui étaient dans ces statuts de mineurs, et donc grosso modo une société qui ne pensait pas l'égalité et la citoyenneté pour tous. Et donc qui se mettait dans ce rapport, qui est un rapport aussi qui ne passe pas juste par l'archive, qui passe dans les mots, et qui passe dans un rapport où les gens doivent rester à leur place, et donc la notion d'obéissance, elle est extrêmement importante. Et l'Église, elle est là aussi, pour dicter quelle est la bonne et la mauvaise norme. Et si on désobéit, très très vite, on est du côté de celui qui est hors norme. Donc voilà, je finirai là-dessus. Et bien sûr, la question de la couleur est importante.